Merci beaucoup à tous et je passe la parole à Luce Perrault. Merci Françoise, merci messieurs, merci mesdames. Ne bougez pas s'il vous plaît, essayez de rester un petit peu calme. Je vais demander à l'ensemble des deux jurys, le jury du prix du livre politique et le jury du prix des députés, de nous rejoindre ici. Si vous voulez bien. Oui, oui, s'il vous plaît. Non, vous ne serez pas tous assis, vous serez debout, mais je vous demande de venir. Le temps que vous vous installiez, je voudrais préciser qu'il y a un an, pour la 24e journée du livre politique, nous avions dédié notre journée aux victimes du terrorisme, aux victimes de l'ignorance, de l'obscurantisme, de l'intolérance. Malheureusement, ces fléaux n'ont pas régressé. Aussi, avant de remettre le prix du livre politique, notre jury, composé de journalistes politiques, représentant les plus grands médias, toutes générations confondues, tous d'opinions différentes, notre jury a tenu à exprimer sa solidarité à un grand écrivain, un journaliste, un éditorialiste menacé par une fatwa, Kamel Daoud. Je passe la parole à Monsieur Costa Gavras, notre président de jury, qui tenait à exprimer sa solidarité. Monsieur Costa Gavras n'est pas là? Bien, écoute, je vais passer tout de suite la parole à Valérie Toragnan, directrice de la Revue des Deux Mondes, et qui a publié un merveilleux article sur le problème Kamel Daoud. Il arrive. Ah, parfait. Cher Costa, excusez-moi de vous faire attendre, c'est la télévision, on a toujours la primauté. Eh bien, le jury, nous avons proposé au jury avec Madame Parot de faire un hommage à Daoud, à Kamel Daoud. Et le jury a répondu positivement à cette demande. Je pense que c'est Daoud que je connais un peu, je connais aussi son pays assez bien. C'est un grand intellectuel. Je ne parlais pas de ce livre que vous connaissez sûrement, mais je connais beaucoup ses articles qu'il écrit depuis plusieurs années dans ce pays. Et pour cela, il a une fatwa contre lui. Et j'étais très surpris de voir que des intellectuels français ont signé une pétition qui allait un peu dans le sens de cette fatwa. D'une certaine manière. Peut-être tout le monde ne sera pas d'accord, mais moi, je suis d'accord avec cette idée-là. Donc, je pense que on m'a demandé de faire un hommage, ce que je fais en ce moment. Et j'espère qu'il est accepté par tout le monde. Et je passe la parole à Madame Toragnan. Merci. Kamel Daoud vient de recevoir le prix du journaliste français de l'année pour l'ensemble de ses chroniques qui ont été publiées dans Le Point. C'est donc un journaliste comme nous, les membres de ce jury du prix du livre politique, et pourtant n'est pas tout à fait un journaliste comme nous. Il vit en Algérie. C'est depuis l'Algérie que l'auteur de Meursault contre-enquête, prix Goncourt du premier roman en 2015, mène depuis des années son combat contre l'obscurantisme, pour la liberté, pour la démocratie. Il dénonce tout autant le régime algérien que les dangers de l'islam politique, du salafisme et l'aveuglement des contemporains, de nos contemporains, face aux dangers qu'ils représentent. Kamel Daoud n'est pas un bien-pensant, il met le doigt là où ça fait mal, il ose nommer le réel. Parce qu'à propos des agressions des femmes à Cologne, il parle de la misère sexuelle dans le monde arabo-musulman, le rapport malade à la femme, au corps et au désir. Il parle comme l'observateur d'une société qu'il connaît bien. Lorsqu'il ajoute que les réfugiés et les émigrés ne sont pas réductibles à la minorité d'une délinquance, mais cela pose le problème des valeurs à partager, à imposer, à défendre et à faire comprendre, il est, avec courage, le représentant de nos valeurs à tous, celles de la République, où des femmes
se sont battus et continuent de se battre pour que l'égalité homme-femme demeure un des fondamentaux de notre vivre ensemble. L'accuser d'être agité par des fantasmes islamophobes et le clouer au pilori, comme l'ont fait 19 chercheurs, ce n'est pas seulement injuste et infamant, c'est aussi le livrer un peu plus à la vindicte des islamistes qui l'ont déjà plusieurs fois menacé de mort. Il faut soutenir les voix du monde arabo-musulman qui s'élèvent avec courage pour défendre la liberté de penser et ne pas les faire taire comme certains le voudraient. Nous espérons tous que Kamel Daoud revienne rapidement animer le débat d'idées, car sa parole est rare et précieuse. Merci Valérie, merci Costa Gavras. Je vais maintenant donc déclarer très officiellement ouverte cette cérémonie de remise des prix. Vous êtes très nombreux aujourd'hui, peut-être que c'est la première fois que vous venez ici à l'Assemblée nationale pour assister à cette grande journée où on essaye de faire vivre cette littérature très particulière qui est celle des essais politiques. Alors je vais vous rappeler la règle du jeu. On va ce matin remettre 2 prix parce qu'il y avait 2 jurys, un jury composé de députés, un jury composé de journalistes, et ça donne lieu à 2 prix différents. On va commencer par le prix des députés et évidemment on va demander à Claude Bartolone, le président de l'Assemblée nationale, de nous rejoindre sur cette estrade, puisque c'est lui qui nous accueille à la fois aujourd'hui pour cette cérémonie, pour cette journée, mais également à l'occasion de nos déjeuners de jury. Le président de l'Assemblée nationale, Claude Bartolone, qui va donc nous rejoindre, s'il est là, pour remettre ce prix des députés. Il est là ? Pardon ? Où est le président ? Le président, nous l'attendons. Claude Bartolone, qui n'est pas encore arrivé. Bon. Il n'est pas encore arrivé, mais on va Alors, nous allons d'abord, effectivement, vous reparler des 3 livres finalistes, des 3 ouvrages finalistes qui ont été retenus par ce jury des députés. Tout d'abord, Jean d'Ormesson, avec ce livre au titre merveilleux, je dirais malgré tout que cette vie fut belle. Le livre de Laure Adler, François Mitterrand, Journée particulière, et puis le livre de Robert Schneider, De Gaulle et Mitterrand. Petite fiche de lecture sur chacun de ces ouvrages avec nos membres du jury. C'est tout d'abord le député Sergio Coronado qui va nous parler du livre de Laure Adler. Merci beaucoup. C'est un moment très particulier, la remise de ces prix et de faire le compte-rendu de lecture des livres qu'on a aimés. On se réunit régulièrement, toutes les semaines, on déjeune, et puis on débat, on échange, on fait part de nos passions, de nos emportements, de nos découvertes. Donc l'année 2016 est l'année Mitterrand. Nous célébrons donc cette année le centenaire de sa naissance, et donc l'occasion, et on ne va pas s'en plaindre, d'assister à une avalanche éditoriale. Je crois qu'il a été publié à peu près 500 ouvrages au sujet de François Mitterrand. Le jeune homme, l'homme politique, l'homme d'État, Mitterrand n'a cessé d'habiter et de hanter notre mémoire. Il nous reste dans la tête, dit Laure Adler. C'est donc Mitterrand, encore et toujours, son lien si étroit aux mots, son attachement et son sens de l'histoire. Tout cela nous manque. Vous aviez déjà commis un très bel ouvrage, L'année des adieux. Vous aviez donc une sorte de double défi, de vous renouveler. Mais Mitterrand est sans doute un matériau biographique, littéraire et historique qui le permet. Et puis, il s'agissait aussi de faire entendre votre voix particulière dans ce concert d'ouvrages paru à l'occasion de ce centenaire. Chère Laure Adler, vous avez été conseillère culturelle de l'ancien président de la République pendant 4 ans et vous nous livrez dans ce livre 167 journées particulières de la vie de François Mitterrand. Vous êtes une biographe expérimentée. Nous avons aimé votre Marguerite Duras, votre Françoise Giroud ou encore votre Simone Veil. Vous étiez et vous êtes un témoin privilégié, mais vous n'êtes pas issu du sérail politique et cela se lit, cela donne à votre livre un caractère plus intime qu'une simple biographie, une petite musique que le jury a appréciée et mes collègues femmes m'ont demandé de préciser qu'elles avaient beaucoup aimé cette petite musique où nous offrait des journées à la fois amoureuses, politiques et amicales, parce que c'était quelqu'un qui avait le culte de l'amitié. Vous nous rendez la vie d'un homme qui a été capable de faire corps avec la France, dont la vie se confond d'ailleurs avec l'histoire de ce XXe siècle. Vous avez dit, j'ai essayé, au lieu de faire une biographie au sens classique du terme, de le prendre comme figure tutélaire du XXe siècle et de raconter la vie de ce pays auquel il est très étrangement attaché dès la fin de son adolescence. Il s'est profondément identifié à la France. Et j'allais dire, surtout, ces journées de séducteur, puisqu'il avait cet amour de la séduction,
C'est un homme mu par le désir des femmes. Il faut vous lire, Laura Adler, votre livre n'est pas uniquement un témoignage précieux, c'est aussi le fruit d'un très long travail d'enquête. On apprend d'ailleurs que François Mitterrand avait rédigé une lettre de démission en 1999, au beau milieu de l'été, juste avant l'invasion de l'Irak. On a beaucoup aimé votre livre. On est ravis que vous soyez là. Et puis, puisque désormais c'est une formule consacrée, merci pour ce moment, Laura Adler. Autre livre finaliste, et je précise qu'il s'agit d'une arrivée par ordre alphabétique, le livre de Jean d'Ormesson, et c'est le député Guillaume Bachelet qui va vous en parler. Mesdames et messieurs, cher Jean d'Ormesson, il ne viendrait à l'idée de personne d'escalader le Mont Blanc en espadrille, et voilà qu'il faut en 5 minutes déjà entamer, tenter l'ascension d'une œuvre-vie qui, dans l'alpinisme de notre littérature contemporaine, est l'un des plus hauts sommets. Alors allons à l'essentiel, façon premier de cordée. Nous avons aimé votre livre avec les collègues du jury parce que la première personne du singulier y est au pluriel, que le roman de votre vie est aussi celui de ce siècle, du siècle précédent, de tous les autres, que vous y parlez de la France avec passion et surtout comme d'une nation politique et littéraire. L'histoire de l'Assemblée nationale en témoigne, de Hugo à Césaire. Je dirais malgré tout que cette vie fut belle n'est pas du côté de chez Jean, mais plutôt d'Ormesson, juge de Jean. Vous y comparaissez devant le tribunal de vous-même et la charge est implacable. La cour, et pour cause, c'est tout de l'accusé, de ses pensées et de ses actes. Avec ironie et avec la musique du style, tout y passe pour ce que Romain Gary appelait joliment se défaire de ses grimaces. Les concours réussis et les honneurs réunis, du plateau d'apostrophe à la table du président Mitterrand au matin de quitter l'Élysée, du Figaro au quai Conti et jusqu'à la Pléiade, papier Bible pour prière d'insérer. Bien sûr, tout cela figure au procès-verbal, ainsi que le talent pour la flânerie, la passion des îles grecques, de Venise, de Rome et de l'église San Giovanni à Porta Latina. L'amour a été la plus grande affaire de ma vie et peut-être la seule, dites-vous. Il ne s'agit pas d'un plaidoyer pour votre procureur, mais d'un secret confié à vos lecteurs. Mes chers Jean d'Ormesson, dans cette somme que vous nous livrez comme on offre un cadeau, vous rappelez que l'écriture et la lecture sont un irremplaçable GPS dans un monde complexe, connecté, chaotique. Là sont la singularité et la beauté de votre ouvrage. Dans Au plaisir d'Odieux, vous évoquiez Garine, le personnage de Malraux, qui demandait quels livres valent la peine d'être écrits en dehors des mémoires. Et 40 ans plus tard, avec ce livre, vous lui répondez « Si j'écrivais mes mémoires, il serait un roman. Ce roman, nous l'avons lu, il vous dit et il nous parle. Vous êtes un écrivain français, un esprit européen, un cœur humain, et avec vous, l'on traverse l'histoire, ses promesses, ses périls, la guerre, les guerres, la crise de 1929, les totalitarismes, la bombe atomique, la décolonisation, mai 68, l'Europe, les soubresauts d'un monde en 2 blocs, mais aussi la chute du mur, mais aussi Dubrovnik, mais aussi ce qui allait suivre, mais aussi le progrès des sciences, de l'accès au savoir et aux soins. La chronique de l'humanité est restituée avec la sagesse de celui qui aime la liberté et l'altérité. Les pages Jean d'Ormesson que vous consacrez dans ce livre à vos années UNESCO, à la revue Diogène, au dialogue des cultures et des sciences humaines, à vos travaux avec Carlos Fuentes, Jeanne Hersch, Ampateba, Roger Caillois. Ces pages sont émouvantes et précieuses à l'heure où la mondialisation fabrique plus de global que d'universel, alors que le temps est venu d'un nouvel internationalisme pour la paix, la sécurité, le développement, la préservation de la planète. Le roman historique ne m'intéressait pas, c'était le roman de l'histoire qui me faisait rêver. Dites-vous dans le livre à votre magistrat, je devrais dire à votre moigistrat. Il ne s'agissait pas de littérature militante ou de littérature engagée, mais d'engagement littéraire. Jamais nous n'avons disposé d'autant d'informations et le politique ne manque ni de documents ni d'instruments pour comprendre le monde. Des notes, des rapports, des essais où se trouvent forces statistiques et pourcentages. Ils sont utiles, bien sûr, ils sont nécessaires, mais nous devons aussi penser l'éducation avec Montaigne, l'innovation avec Jules Verne, la crise des réfugiés avec Mélis de Kerangal et Tahar Ben-Jelloun, penser l'écologie avec Romain Gary et les racines du ciel, la précarité avec Virginie Despentes et Vernon Subutex, construire l'Europe avec Paul Valéry, refuser l'obscurantisme et le fanatisme avec Voltaire, Mathias Sénart
et Kamel Daoud. La littérature ne délivre pas de programme, elle offre un regard et des repères. Oui, la France est une nation littéraire, elle n'est pas une mélancolie, elle n'est pas une nostalgie, elle est une idée, un art de vivre fondé sur des valeurs, celles de l'humanisme et de la République, sur la raison et sur l'esprit critique. Elle se dit à travers une langue qui, de la fin du IXe siècle jusqu'au dernier Echenoz, au dernier Angot, au dernier d'Ormesson, écrit, émeut, éclaire, dit aussi que la France est plus grande qu'elle-même, langue de l'universel et non du repli, de la projection, pas de la fermeture. Oui, cher Jean d'Ormesson, la politique a besoin de la littérature. Voilà pourquoi aussi il faut vous lire. Et avant d'accueillir le président de l'Assemblée nationale qui se profile à l'horizon, Bruno Le Roux va défendre le dernier livre finaliste de ce jury des députés. Merci, mesdames, messieurs, cher Robert Schneider. Pourquoi ce livre? Pourquoi le présenter aujourd'hui? Pour au moins deux raisons. La première est qu'il s'agit d'un livre d'histoire au singulier et au pluriel. La deuxième de ces raisons a trait à ce qu'il dit de la politique, hier et aujourd'hui. J'en ajouterai peut-être une troisième, sans être trop long, que je résumerai d'une phrase. Ce livre parle en creux de la France d'aujourd'hui et de la perception que nous pouvons en avoir. Mais d'abord, le livre d'histoire. François Mailhac disait que le talent du journaliste est de vous attraper par la manche et de ne plus vous lâcher. Visiblement, Robert Schneider connaît son Mauriac et bien entendu son métier. Il suffit de lire les premières pages pour être avec De Gaulle et Mitterrand à Alger en décembre 1943. On assiste à leur première rencontre. Et malgré ou à cause peut-être des différentes versions qui ont été rapportées de cette entrevue par l'un et l'autre, versions changeantes au gré des étapes de leur vie que l'on retrouve dans le livre, on a le sentiment d'être Villa des Glycines, à Alger, et d'assister dans un petit coin de bureau au premier affrontement entre les deux hommes. De sentir dans le livre la tension entre les deux hommes, leur manière à la fois de se reconnaître et de se choisir d'une certaine façon. Mitterrand a 27 ans, il est le chef d'un réseau de résistance. De Gaulle a plus de 50 ans, il est en uniforme, il incarne à lui seul France libre. Ils sont tous les deux provinciaux, ils sont tous les deux catholiques, ils ont en commun des lectures et notamment Barès. Ils vénèrent tous les deux leur mère, ils se ressemblent en fait, même empreinte, même sentiment d'avoir un destin à accomplir, même sentiment irréductible de leur liberté et de leur ambition. Et il faut se combattre pendant plus de 25 ans parce qu'ils se sont tout de suite reconnus. On connaît cette histoire, mais ce n'est pas le moindre des talents de Robert Schneider que de nous la raconter d'une telle manière que nous avons l'impression de la découvrir à nouveau. Alors qu'est-ce que ce livre dit de la politique? Il dit des choses simples mais essentielles, qui dans le livre ne sont pas assénées, mais incarnées. D'abord qu'un destin politique est la rencontre entre une époque et un tempérament. Et De Gaulle et Mitterrand avaient l'un et l'autre un tempérament singulier. Il dit encore, ce livre, qu'un homme politique, bien souvent, incarne une idée forte, ou bien encore une géographie et un paysage. Autrement, il est ballotté et s'efface des mémoires. De Gaulle incarnait une certaine idée de la France. On associe son nom à l'idée de la grandeur de la France. Mais pour autant, le paradoxe de son action, et Robert Schneider le montre, aura été qu'il aura incarné cette idée alors que dans le même temps, la France perdait un certain nombre des attributs de sa grandeur, et en particulier son empire. De Gaulle a fondu un mythe comme on fond un alliage sur la réalité française. 1968 est en partie l'expression d'une fatigue de la grandiloquence gaullienne et le besoin d'ouvrir son col de chemise. François Mitterrand, lui, avant d'incarner une idée et un camp, celui du progrès et de la gauche, incarnait un paysage et donc une continuité, quelque chose de façonné, d'identifiable, de reconnaissable, de familier. Jean Lacouture a sous-titré la biographie qu'il lui a consacrée « Une histoire des Français ». C'est très juste. Mitterrand avait une approche familière et concrète du pays. Il arpentait la France avant de la penser, ce qui a fait une vraie différence avec De Gaulle. Mais au final, l'un et l'autre disent une chose, la compétence ne suffit pas, l'habileté ne suffit pas. Il faut être quelque chose de plus, être l'incarnation de quelque chose.
Je termine avec ce que nous dit une nouvelle fois le livre de Robert Schneider. Il dit qu'un homme politique a de la chance ou pas de se choisir un adversaire qui le hisse vers les sommets. Le jeune Mitterrand s'est choisi très jeune un adversaire à sa taille. C'est en tout cas ainsi qu'il voyait les choses. Rétrospectivement, on se dit quel culot, mais rétrospectivement, on se dit il n'avait pas tort. Je pourrais continuer, parler du doute de l'homme d'État, des blessures de l'homme politique. Robert Schneider restitue tout cela dans ce livre avec beaucoup de finesse. Je termine simplement sur ce que l'on appelle, quelquefois, je regarde les gens ici, un teasing, pour vous dire que ce livre, le charme de ce livre, est qu'il nous parle d'une France qui n'existe plus. Notre époque a du mal à faire le deuil de cette France-là. Ce livre esquisse aujourd'hui, je le pense aussi, quand on le lit comme nous l'avons lu ici, des solutions et des pistes pour penser l'avenir et pour écrire un nouveau chapitre des belles histoires de ceux qui aujourd'hui ont la responsabilité de nous gouverner. En tout cas, j'espère vous avoir donné autant envie à prendre du plaisir que nous en avons pris à lire ce De Gaulle et Mitterrand qui est signé par Robert Schneider. Voilà, merci à nos 3 députés qui ont joué à merveille leur rôle de critique littéraire. Qui a gagné ce prix des députés de Robert Schneider, de Jean d'Ormesson ou de Laure Adler? De Jean d'Ormesson ou de Laure Adler. C'est le président de l'Assemblée nationale, Claude Barthelone, qui va mettre fin à ce suspense quasiment insoutenable. Vous parlez après moi. Et ici, on peut tous se permettre. Mesdames et messieurs les parlementaires, chers collègues, monsieur le président du jury du prix du livre politique 2016, cher Costa Gavras, mesdames et messieurs les ministres, chers lauréats, mesdames et messieurs les journalistes, mesdames et messieurs les auteurs, mesdames et messieurs, bienvenue à l'Assemblée nationale, bienvenue à tous les visiteurs, toujours très nombreux, à l'occasion de cette journée annuelle du livre politique, organisée avec brio par l'association Lire la politique, et sa présidente, Luce Perrault, que je me permets de féliciter encore une fois. Permettez-moi, avant d'aller plus loin, de saluer avec chaleur, reconnaissance et émotion la mémoire de notre ami, le sénateur Claude Estier, qui était vice-président de l'association Lire la politique dès 1991. Claude Estier représentait tout ce que nous recherchons tout au long de cette journée. L'alliance de la tribune et de la plume, la recherche du mot juste, du mot embrasant l'action populaire comme un poète embrasse la mélodie de la phrase. Grand journaliste, ce grand résistant mis au service de la cause du peuple tout son talent, tout son amour de la langue et des idées, et quelle plus belle occasion que la journée du livre politique pour le rappeler. Bienvenue à tous les intervenants et lauréats de cette journée qui prennent le temps de rencontrer leurs lecteurs et leurs contradicteurs. Bienvenue aussi aux personnalités politiques de leur pays qui sont chargées de faire vivre concrètement l'idéal politique des citoyens qu'elles représentent. Que sera la politique demain? Belle question, sur laquelle la journée du livre politique nous invite aujourd'hui à nous pencher à l'occasion de sa 25e édition. Cet anniversaire nous conduit à évoquer quelques souvenirs. Quelle sera la politique demain? C'est une question que nous nous sommes souvent posée. Souvenez-vous, il y a 25 ans, en 1991, l'épopée historique nous précipitait dans un monde nouveau. Cette année-là, l'URSS s'effondrait alors que l'Union européenne naissait. Le vide de l'inconnu était immense. Les défis lancés par l'histoire extraordinaire. Que sera demain le monde? Comment agir sans repère? Ces questions étaient sur toutes les lèvres. Mais alors que nous nous regardions d'un air ébahi la désintégration d'un monde que nous croyions immuable, nous travaillions avec acharnement à Maastricht pour bâtir l'avenir, à faire renaître
l'espoir de la construction d'un monde meilleur, uni et fraternel. Comme les soubresauts de 1991 nous interrogeaient sur l'avenir de la politique, les événements de l'année passée, cette année de souffrance et de résistance, nous replacent dans une situation de doute. L'année 2015, en portant sur notre sol fureur, larmes et colère, a lancé à nos consciences et nos esprits un défi sans précédent. Pour ces 25 ans, la journée du livre politique a donc trouvé un thème à la hauteur des attentes de la France. En 2015, des tortionnaires ivres de fureur ont voulu embraser notre pays, saisir d'effroi notre peuple, détruire notre indigence. Et face à cela, qu'avons-nous fait? Nous avons chanté la musique de la liberté, cette vieille chanson française, et déforé Rousseau, Voltaire, ces vieux chantres de l'analyse de l'indépendance. Nous avons pavoisé nos fenêtres avec nos ancestrales couleurs et redécouvert avec fierté les paroles de la Marseillaise. Surtout, politiques, journalistes, écrivains, artistes et citoyens, nous avons rouvert les tiroirs de l'histoire, notre histoire, pour en tirer les épisodes qui font de la France une glorieuse nation. Les mots de résistance, de révolution, de lumière étaient sur toutes les bouches. L'année 2015 marque la prise de conscience d'un héritage. Et quel poids pour les institutions, les personnalités politiques, pour les informateurs, les commentateurs, pour tous les citoyens, faire vivre et de se montrer digne à chaque instant de ce si noble patrimoine. Car la France n'est pas un pays comme les autres. Il est le lieu de l'invention d'un idéal politique porté par les Lumières et surtout le lieu de la traduction des idées de liberté, d'égalité et de fraternité dans une république laïque. Quand nos glorieux aînés ont écrit puis voté la Déclaration des droits de l'homme, ils l'ont considérée comme un texte sacré, transcendant, éternel. Les peuples de la terre créent leur propre ciel. C'est pourquoi nous avons besoin de vous, écrivains, journalistes, commentateurs de l'histoire qui est en train de se faire. Vous jetez une lumière parfois crue, mais souvent saisissante, sur ce moment où la politique rejoint l'histoire. Vous êtes la conscience civile de notre pays, la preuve que les lumières du XVIIIe siècle ne s'éteindront jamais, l'incarnation du bouillonnement intellectuel qui anime nos villes et nos villages. Confronter nos actions, nos projets, nos idées au raisonnement, au débat ou à la mémoire. C'est en élevant ainsi le débat politique que l'on crée de la confiance et qu'émergent des luttes entre les idées, la volonté générale de l'action. En ces temps où tout semble si trouble, nous avons besoin que des mots justes guident nos actions. Des mots justes et pas des slogans, des idées et pas des humeurs. Il faut plus que jamais qu'action et réflexion aillent de concert, que les mondes de la parole et de l'écrit s'entrelacent. Ainsi, nous apporterons des réponses politiques au malaise que tout le monde ressent. C'est cela la France que l'on aime. Quelquefois, nous avons peine à la reconnaître. Nous savons que les citoyens sont souvent en colère, qu'ils peinent à retrouver confiance dans celles et ceux qui leur parlent, dans celles et ceux qui écrivent, dans celles et ceux qui commentent, et qu'on ne se leurre pas, nous sommes tous, politique et journalisme, monde de l'esprit et monde de l'action, dans le même bateau. La colère et l'abstention s'adressent à un certain monde et pas à des institutions qui, elles, tiennent et protègent. Qui peut dire ici que le monde politique n'a pas fait sa part de chemin dans l'exigence légitime de transparence? Après les scandales que nous avons connus, nous avons voté des lois drastiques, constitué des hautes autorités, nous avons ouvert les portes et les fenêtres, allumé la lumière partout. Il y a eu des résistances, il y a eu des récupérations, mais qui peut dire que d'immenses progrès n'ont pas été faits? Et pourquoi, si souvent encore, pour de trop évidentes raisons commerciales, se lancer dans la machine à calomnie, à raccourci, à information sélective, voire même au mensonge, pas toujours par omission, bref,
dans la machine à détruire la politique. Il faut que nous devenions tous plus sages. Les auras qui entouraient encore il y a quelques décennies les mondes politiques et journalistiques se sont dissipés, que les citoyens nous voient comme nous devrions être, des personnes professionnelles, humbles, rigoureuses à leur service et à leur service seulement. L'appel à la responsabilité légitimement lancé aux responsables politiques doit être élargi aux médias pour que triomphent les principes fondateurs de notre République éclairée, apaisée, populaire. J'ai l'espoir que nous recréerons ici chaque année cette effervescence à laquelle nous ne renoncerons jamais, l'ambition d'être digne d'une idée si française de refondation et de libération populaire. Il est des livres politiques qui bouleversent la face du monde. La République de Platon, les lettres persanes de Montesquieu, le contrat social de Rousseau, le Capital de Marx, bien d'autres encore. Bien entendu, nous ne cherchons pas ici de tels marqueurs de l'histoire. Non, ce que nous voulons, c'est un regard intelligent sur le monde. Je voudrais remercier chaleureusement M. Costa-Gavras pour avoir accepté la présidence du jury du livre politique de cette 25e édition. Qui d'autre, mieux que vous, pour incarner cet engagement sans faille de l'intellectuel déstabilisant contre un pouvoir débordant? Vous qui avez su se faire rejoindre la politique et l'histoire, vous qui avez su montrer avec tant de beauté que le combat de la liberté se gagne contre chaque instant, la matière résiste, alors l'esprit vole. Au moment de conclure, et puisque je vous ai tant parlé de liberté, il me revient en mémoire qu'il y a 25 ans, l'année de la première édition de cette journée, le prix Nobel de la paix a été décerné à l'opposante birmane Aung San Suu Kyi, qui a mis sa force, ses idéaux, sa liberté propre au service de l'affranchissement de son peuple, du renouveau de la politique de son pays et de son retour sur la scène de l'histoire. Que son combat donne l'exemple à notre jeunesse de continuer à se battre pour vivifier et magnifier nos valeurs quand d'autres essaieront encore de le détruire. Et comment mieux caractériser cette éternelle jeunesse que de célébrer maintenant Jean d'Ormesson. Je sais bien ce qui serait bien, Monsieur le Président, après vous, c'est de dire merci beaucoup et d'aller me rasseoir. Mais je voudrais vous dire peut-être 2 ou 3 toutes petites choses. La première, c'est que je sais qu'il y a dans le jury, je sais qu'il y a dans cette maison beaucoup d'esprits et de tendances différentes. Et c'est un grand honneur pour moi de recevoir ce prix. Je voudrais remercier de ce grand exemple de tolérance. Et je voudrais en échange vous assurer de ma gratitude. Mais à peine ai-je dit le mot de tolérance, et en vous écoutant, que m'est venu à l'esprit l'inverse de la tolérance, c'est-à-dire l'intolérable. Je suis malheureusement ici, je pense, le plus vieux de toute l'Assemblée. Je n'ai jamais été le plus brillant, mais j'ai si longtemps été le plus jeune. Et voilà que je suis le plus vieux. Eh bien, dans cette vie déjà longue, j'ai vu beaucoup d'exemples d'intolérables. Et en face de l'intolérable, il est très difficile de défendre la tolérance. Si vous poussez trop loin la tolérance en face de l'intolérable, vous vous en faites complice. Mais si vous détruisez votre tolérance pour lutter contre l'intolérable, d'une certaine façon, vous vous faites aussi le complice.
C'est trop facile de lutter contre l'intolérable avec de l'intolérable. Lutter contre l'intolérable au nom de la tolérance. Et je sais que c'est ce qui essaye de se faire dans cette maison. C'est très difficile. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'il est inutile de le cacher. D'une certaine façon, ici, Monsieur le Président, vous avez couronné quelque chose qui, de loin ou de près, se rattache plus ou moins à la tradition, c'est-à-dire au passé. Et de ce passé, de cette tradition, je suis fier et j'en suis solidaire. Mais c'est tout de suite très intéressant parce que même sur ma modeste personne, cette tradition prend des aspects très différents. Naturellement, d'un côté, il y a une tradition conservatrice, et pire conservatrice, mais il y a aussi une tradition franchement révolutionnaire. Dans cette maison, il y a un seul nom que j'ai besoin de prononcer. C'est le nom d'un de vos grands ancêtres, c'est le nom d'un grand parlementaire, et c'est le nom de mon arrière-arrière-grand-père, c'est celui de Lepelletier de Saint-Fargeau, ami de Robespierre, ami de David. Un peu plus à gauche qu'eux, je crois, Monsieur le Président, et qui font partie aussi de ma tradition. Donc la tradition, ce n'est pas quelque chose qui exclut les autres, c'est quelque chose qui intègre les autres. Mais ce n'est pas assez dire que la tradition prend des visages différents. La tradition est évidemment liée au passé. La tradition est évidemment liée à la mémoire. J'ai beaucoup aimé la mémoire. J'ai beaucoup aimé d'abord Aragon. Mais ensuite, j'ai beaucoup aimé deux grands personnages qui incarnent plus que tout autre le passé et la mémoire, Chateaubriand et Proust. Eh bien, il me semble qu'il y a mieux que la mémoire, et c'est l'imagination. Et il me semble qu'il y a mieux que le passé, et c'est l'avenir. Il y a une phrase de Hegel, enfin je crois du moins qu'elle est de Hegel. Raymond Aron, qui connaissait Hegel et Marx mieux que moi, m'avait assuré que je l'avais inventé. J'en doute un peu, parce que c'est quand même très très bien. La première catégorie de la conscience historique, ce n'est pas le souvenir, c'est l'attente, la promesse, l'espérance. Eh bien, je crois que cet avenir-là est plus important que le passé. Chateaubriand, c'est bien, mais Woody Allen, c'est très bien aussi. Et qu'est-ce que dit Woody Allen? Vous le savez tous. L'avenir m'intéresse parce que c'est là que j'ai l'intention de passer mes prochaines années. Naturellement, le nombre d'années qui me restent n'est plus tellement long, mais même celles-là, je voudrais bien les consacrer à l'avenir. Eh bien, ces liens entre l'avenir et le passé, entre la tradition et le renouvellement, c'est quelque chose qui me paraît tellement important que je pense que tous vos travaux tournent autour de la tolérance et de l'intolérable, tournent autour du passé et de l'avenir, d'un passé qu'il faut respecter, qu'il faut peut-être perpétuer, mais qu'il faut modifier. S'il y a quelqu'un qui représente la tradition, c'est peut-être moi. Mais s'il y a quelqu'un qui a fait une révolution contre la tradition, c'est bien moi. À l'Académie française, la tradition est encore plus forte qu'ici, beaucoup plus forte. Elle est même écrasante. Eh bien, il fallait la bousculer un peu. Et c'est ce que j'ai fait en faisant entrer une femme à l'Académie française
Aucun règlement ne s'y opposait, mais il y avait bien pire, et on me l'a fait bien comprendre, c'était la tradition. Eh bien, de temps en temps, la tradition doit être bousculée. La troisième chose, et j'irai très vite là-dessus, c'est une espèce de lieu commun, peut-être de belles paroles, mais aussi de lieu commun. Il se trouve que j'appartiens d'un peu loin peut-être, et très mal, à une petite secte qui a laissé un souvenir honorable dans l'histoire et dont certaines paroles, surtout, sont très très belles. Et c'est sur ces paroles que je voudrais achever, parce qu'elles ont été reprises aussi bien par la droite que par la gauche, même assez récemment. Et ces paroles sont, naturellement, ça peut soulever des ricanements, des ironies, mais je les accepte d'avance. Ces paroles sont « aimez-vous les uns les autres ». Eh bien, même la petite secte à laquelle j'appartiens a souvent oublié ces paroles. Elle a fait beaucoup de choix entre les gens qu'il fallait aimer et ceux qu'il ne fallait pas aimer. Eh bien, ceux qu'il faut aimer, c'est naturellement ses amis, et peut-être plus encore ses adversaires. Voilà ce que je voulais vous dire très brièvement. Laissez-moi vous remercier, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, Messieurs les députés, Messieurs les journalistes. Je ne veux pas énumérer toutes ces sommités qui me font honneur aujourd'hui. Je voudrais remercier d'avoir rappelé que la tolérance était une de nos valeurs fondamentales, d'avoir rappelé que le passé devait être sauvegardé, mais uniquement parce qu'il prenait un sens par l'avenir, et vous remercier de rappeler qu'il y a quelque chose de mieux que ce que j'ai tellement aimé, les batailles, les conflits, les idées qui s'opposent, et ce qu'il y a de mieux, c'est l'amitié, la bienveillance et l'amour. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean d'Ormesson. Bravo, vous citez la Bible et vous citez bien sûr aussi Aragon. Je dirais malgré tout que cette vie fut belle. C'est donc un livre qu'il faut foncer vous acheter. Il y a d'ailleurs une librairie éphémère dans cette assemblée et c'est publié chez Gallimard. Bravo à vous. À présent.